Bonjour! Avant-dernière vidéo sur Ruby, dans notre cycle sur Ruby de Newbie à Ready. On avait parlé la dernière fois de l'outil Rake. Cette fois-ci, on va essayer de comprendre exactement de quoi ça parle et pourquoi c'est indispensable. Jingle! Alors, Rake, accessoirement, ça veut dire râteau, mais en fait, ça veut surtout dire Ruby Make. Donc, on va essayer de regarder exactement à quoi correspond Rake. Donc, Rake se classe parmi ce qu'on appelle les outils d'automatisation des tâches. On peut l'installer très facilement, hein. C'est aussi un composant additionnel de Ruby, donc ça s'installe sous forme de gem en faisant un gem ins Rake. Alors si vous êtes bien attentif, vous vous rendez compte qu'ici j'ai écrit ins et non pas install. Donc en fait, ça démontre qu'en Ruby, enfin, pardon, avec les outils et les commandes qui sont dans l'écosystème de Ruby, souvent on peut faire de l'abréviation des commandes. Et la commande install, il n'y a pas d'autre commande ambiguë sur sur la commande gem, enfin d'opération ambiguë sur la commande gem. Donc on n'est pas obligé de taper tous les caractères, on peut s'arrêter à install et il va exécuter la commande install parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté d'exécution. Donc ça, vous pouvez le faire sur pas mal d'outils. Il y a une librairie qui s'appelle Tor pour faire des commandes, des CLI que vous pouvez faire pour vos propres projets, que vous pouvez utiliser pour faire vos Ruby Gems, qui permet les mêmes facilités. Donc Thor, Thor, comme le dieu de la guerre avec son gros marteau. Hein. Le dieu de la guerre ou de la foudre peut-être, excusez-moi. Alors, on revient. Qu'est-ce que Rake? C'est un outil d'automatisation, c'est ce qu'on a vu, ou outil d'automation. C'est similaire à un make en Ruby. Et à la grosse différence, on va le voir un petit peu après, c'est que c'est de la syntaxe Ruby. C'est utilisé pour exécuter toutes les tâches administratives, les tests, les migrations, les déploiements, la documentation, comme on a vu la dernière fois. La dernière fois, on avait fait un yard doc. On va lui préférer un rake doc qui va, lui, faire l'appel à yard correctement et le paramétrer comme il faut. Donc Rake, c'est l'acronyme de RubyMake. Et donc c'est un outil de construction dans une syntaxe Ruby. Donc effectivement, contrairement à des outils comme Make, souvent utilisés avec le C ou le C++, Rake, ça utilise la syntaxe de Ruby. Ruby, c'est un excellent langage pour faire des domain specific language. Donc Rake, c'est un de ces DSL qui est directement lié au langage, hein, pour le coup, qui permet de faire de l'automation. On n'est pas obligé d'ailleurs de l'utiliser uniquement que pour gérer des choses pour Ruby, hein, on pourrait très bien l'utiliser pour autre chose. C'est finalement, complètement indépendant de Ruby. Il y a un certain nombre de facilités et d'extensions de Rake qui sont spécifiques à l'usage pour Ruby, mais on peut s'en servir pour n'importe quelle automatisation, dès l'instant où on peut le faire avec du shell. Alors pourquoi on doit utiliser Rake? Parce qu'il faut. Enfin, plus sérieusement, on doit l'utiliser parce qu'on doit respecter des bonnes pratiques. On doit automatiser l'ensemble de tout ce qui est automatisable. Et on doit, pour des soucis de cohérence, s'assurer que toutes les tâches qu'on doit exécuter vont être exécutées systématiquement de la même manière. Et c'est pour ça qu'on va créer des processus one-off, des processus administratifs qu'on va mettre sous forme de task rake qu'on pourra exécuter à chaque fois qu'on en a besoin. Et c'est ces tâches qu'on a pour objectif de lancer aussi dans la chaîne d'intégration continue pour s'assurer qu'en permanence, on a dans la définition du catalogue de tâches Ruby l'ensemble des opérations administratives et leur séquencement dans la chaîne d'intégration continue. C'est basé sur le DSL Rake qui est du Ruby, et c'est donc du Ruby, et le code qu'on va avoir dans les tâches va être défini en Ruby, donc on va gagner en lisibilité parce que notre gros avantage avec Ruby, c'est qu'on a un langage assez proche d'un langage naturel, très propice à faire des DSL. Ça sait gérer les dépendances entre les tâches. Quand on a plusieurs prérequis à exécuter sous forme eux aussi de tâches, on va pouvoir effectivement le matérialiser de façon concrète dans la définition des tâches qu'on va faire, dans l'écriture de ce qu'on appelle un Rakefile, qui est le fichier qui va permettre de recevoir toutes les tâches qu'on veut écrire. Rakefile, ça s'écrit comme beaucoup de fichiers en ce moment du type quelque chose file, comme un Dockerfile, c'est R majuscule, Rakefile, et puis tout le reste en minuscule. Ça permet aussi de gagner en portabilité, parce qu'effectivement, étant en Ruby, et comme Ruby est portable, Rake est multiplateforme et portable. Alors, les commandes Rake utiles. On peut faire un Rake tout court. Alors attention, parce que Rake tout court, ça va exécuter la tâche par défaut définie dans le Rakefile.
Donc après, on peut l'exécuter en faisant rake le nom d'une tâche, et ça va exécuter une tâche spécifique. J'aurais peut-être pu commencer par la troisième ligne, rake -t, qui va permettre de lister toutes les tâches. Donc ça ne va pas exécuter de tâches, ça va vous donner le catalogue de tout ce qui est possible d'exécuter. C'est probablement la première commande à connaître quand on utilise rake, et après l'exécution d'une tâche spécifique. Ensuite, vous avez rake -d, auquel on peut passer le nom d'une tâche, ou un rake -describe, qui va vous permettre de décrire ce qui a été documenté dans la tâche. On va voir que ça peut se faire dans le fichier Rakefile. On a le rake-p qui affiche la liste des dépendances d'une tâche. Et puis le rake-f où on peut choisir un autre fichier Rakefile ou un autre nom de fichier d'ailleurs qui servira comme Rakefile. Donc respectez le principe de moindre surprise et évitez ce genre de choses. Alors, les cas d'usage courants. On va utiliser Rake pour faire de l'automatisation des builds, du déploiement, de la maintenance, de la génération de code, du test, de la génération de doc, c'est-à-dire tout ce qui va être nécessaire en processus one-off. Mais je reviens un peu en arrière, on l'utilise aussi dans les frameworks évolués. Par exemple, ceux qui auront la curiosité d'aller regarder Rails, déjà commencer à regarder Ruby on Rails, parce que c'est un petit peu pour ça que Ruby est aussi assez célèbre. Toutes les opérations administratives qui sont spécifiques au framework, elles vont être implémentées comme des tâches Rake et utilisables comme des tâches Rake. Donc quand vous arrivez sur un projet Rake, vous pouvez faire un Rake -t, et là vous allez avoir une liste très longue, assez longue de macros Rake qui décrivent toutes les opérations administratives qui sont associées à une application générée avec le framework Rails. Par exemple, Rake DB Migrate pour faire les gestions des migrations de modèles de base de données, DB Seed pour remplir la base de données, Rake Test pour générer les tests exécuter les tests unitaires, Rake Asset Précompile pour faire de la précompilation d'assets CSS ou avec un précompilateur SAS de type SCSS, Rake Route pour lister l'ensemble de toutes les routes définies dans le framework, ou des choses comme Rake Log par exemple pour nettoyer les fichiers de log. Donc, Rake, c'est omniprésent dans tout l'écosystème logiciel qui est fabriqué autour de Ruby, parce que c'est la bonne façon de définir les processus. Donc, on va être un peu plus précis, puis on va regarder des exemples concrets d'utilisation de Rake et d'écriture d'un Rakefile. Donc, par exemple, la première chose qu'on va faire en haut du Rakefile, c'est de dire qu'on require Rake, pour qu'il puisse savoir interpréter le DSL Rake, et puis on va pouvoir écrire des tâches. Donc, une tâche, elle commence par sa description explicite, donc desk, et puis avec une string qui décrit le fonctionnement de la tâche, la définition de la tâche, et là on voit que c'est du pur Ruby, hein. C'est une macro, donc une méthode auquel on passe un paramètre du type symbole qui correspond au nom de la tâche, et auquel on passe aussi une clausure, un bloc, qui va être exécuté, et le bloc va va être l'ensemble des instructions qui sont attachées au nom de la tâche et qui vont être stockées dans une proc ou dans une lambda pour être exécutées plus tard. C'est comme ça que ça fonctionne à l'intérieur de Rake. Là, on voit par exemple une tâche hello qui fait un put bonjour Rake, et puis une tâche clean qui, elle, en plus, va utiliser une macro interne qui permet d'exécuter du code shell, donc pouvoir faire une exécution d'opérations qui ne sont pas directement en Ruby, mais qui sont en shell. Et pour exécuter par exemple la tâche hello, on va faire rake hello. Les tâches avec dépendance. Je l'ai évoqué, hein, c'est capable de gérer la notion de dépendance. Par exemple, pour exécuter des tests, il va falloir au préalable avoir compilé son programme. Donc on a une task compile qui fait la compilation. Et quand on va rédiger la tâche test, pour le coup, on va dire qu'elle a une dépendance explicite sur compile. C'est-à-dire que pour que test puisse s'exécuter, il faut d'abord que compile soit exécuté. On peut faire une liste de dépendances. Par exemple, on a la tâche deploy qui a besoin qu'on ait compilé et testé. Et on voit qu'on lui passe en paramètre une liste, enfin en paramètre, en liaison, une liste, parce que c'est le formalisme du DSL qu'on voit ici. Et cette liaison, c'est une liste. Et en Ruby, les listes sont ordonnées. Donc, deploy s'exécutera uniquement quand compile puis test seront déjà exécutés. Alors, cette histoire d'espace de nom et de règles, on va plus regarder les espaces de nom. La notion de règle, je pense que je ne vais pas forcément beaucoup la détailler, je vous l'ai mis pour information. Mais cette notion d'espace de nom, par contre, elle est intéressante. Tout à l'heure, on a vu des tâches du type db quelque chose, db migrate, ou db create, ou db seed. Comment on fait ce genre de choses ? On vient mettre ces tâches dans une clausure, aussi dans un bloc, pour une macro qui s'appelle namespace. On lui donne un nom à ce namespace, et après on vient définir les tâches à l'intérieur. Et du coup, pour l'appeler, il faudra faire db le nom de la tâche.
Et en fait, effectivement, ça ressemble énormément à des modules en Ruby, sauf qu'effectivement, ce sont des namespaces qui vont être utilisables pardon, directement avec Rake. Alors, je vais en rester ici pour cette vidéo. Encore une fois, c'était une introduction à Rake. Vous pouvez aller beaucoup plus loin en allant regarder la documentation de Rake. Et puis, il nous reste une dernière vidéo à regarder ensemble dans ce cycle de vidéos. Après, je ferai peut-être des vidéos spécifiques sur comment faire un RubyGem correctement, comment utiliser des frameworks comme Sinatra, des frameworks légers comme Sinatra. Mais on va s'arrêter sur ce cycle. Mais pour s'arrêter, il faut qu'on fasse les choses correctement, qu'on y aille au bout du bout. On a vu comment coder, on a vu comment coder correctement et les spécificités de Ruby, on a vu comment générer sa documentation, comment automatiser les processus avec Rake, et puis là, il nous reste à regarder Airspeck, il nous reste à tester. Il nous reste à regarder les bonnes pratiques, faire du test-driven development, et puis utiliser un langage, là aussi, un DSL Ruby, qui permet d'automatiser les tests, et on va regarder donc Airspeck. Donc rendez-vous dans 2 semaines pour la dernière vidéo du cycle, et je vous souhaite une bonne semaine.